le WAMcast, toute l'actu SEO par WAM Référencement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le WAMcast. On arrive en décembre, c'est la fin de l'année. C'est enfin la fin de l'année, même tant 2020 aurait été intense, on va dire, pour rester courtois. Mais qui dit fin d'année dit aussi l'heure des bilans, l'heure des bonnes résolutions, mais aussi l'heure des prédictions. Et pour jouer les voyants, et bien mieux que Nostradamus, avec moi aujourd'hui David et Mathieu, donc respectivement directeur et fondateur de WAM et manager du pôle SEO et data. Ouais. Salut Kevin. Merci de me reprendre. Messieurs, du coup, j'espère que vos boules de cristal fonctionnent bien, parce que je vais solliciter vos talents aujourd'hui. Ils sont lustrés. Comme le veut la coutume en fin d'année, je vais vous demander de partager un petit peu votre vision de l'évolution du search. Mais avant ça, on va ressortir vos prédictions 2019 et 2020 sur les tendances, voir si vous aviez raison, voir si vous êtes perspicace et si vous avez le nez creux. David, je vais commencer par toi, tiens, justement. Tu t'étais prêté à l'exercice ô combien périlleux des tendances SEO de l'année à venir. Alors, tu l'avais fait sur notre blog en 2019 et sur un WAMcast début 2020. Alors, je te propose un petit exercice, comme à l'école. Très bien, professeur. On va prendre tes copies et puis voir si tes prédictions étaient valables, si elles étaient à côté de la plaque ou si elles étaient acceptables. Mathieu, d'ailleurs, tu n'hésites pas à intervenir. Je vais être intransigeant sur moi. Il va être encore plus dur que moi. J'ai vu que vous avez les stylos rouges sortis. Allez, très bien. Allez, je me lance. Vas-y. Je précise que WAM, c'est évidemment et avant tout une équipe. Donc, ce n'était pas que les prédictions de David. Ça émane des discussions, des partages d'expériences au quotidien, puisqu'on échange beaucoup, évidemment. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Il y avait 4 axes que nous avions mis en avant fin 2018 pour 2019. Alors, la première grande ligne, c'était l'introduction du machine learning dans le parcours de recherche de l'utilisateur. La deuxième, c'était l'introduction du machine learning dans le processus d'évaluation des résultats organiques. Le troisième, c'était la mise en avant des contenus dans les SERP de façon plus enrichie. Et enfin, le quatrième point, c'était l'inéluctable baisse du trafic organique. À première vue, on est pas mal, non ? Pour l'instant, on est pas mal, surtout sur les contours. Mais bon, tu vas pas t'en tirer comme ça si facilement. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans les détails, s'il te plaît ? Allez, on va reprendre les 4 axes. L'introduction du machine learning dans le parcours de recherche de l'utilisateur. En fait, on allait un petit peu plus loin en disant la suggestion de contenu personnalisé pour l'utilisateur avant même sa recherche, grâce à Discover, va exploser ou va croître. Bon, pour l'instant, ça va. C'est pas mal. Oui, là, en l'occurrence, moi, je crois que Discover, il est devenu quand même assez visible maintenant pour qu'on n'ait même pas forcément besoin de vous expliquer à tous dans le détail ce que c'est. En tout cas, sur ce cas bien précis, c'est devenu vraiment très, très important en termes de source de trafic pour certains domaines. Globalement, en gros, si vous produisez du contenu d'actualité sur une thématique cible assez régulièrement, vous devriez générer vraiment au moins une bonne partie de votre trafic avec ce support-là. Pour certains clients chez WAM, c'est même devenu une des premières sources de trafic, donc c'est vraiment à pas négliger. Et bien évidemment, côté Google, ça brasse beaucoup de données en l'occurrence. Et l'idée, c'est vraiment de proposer aux internautes du contenu qu'ils n'ont pas encore recherché. En tout cas, c'est en fonction de leur centre d'intérêt, de l'actualité du moment. Et puis, on va dire que le tout est un peu quand même croisé avec la géolocalisation de l'appareil avec lequel on navigue en gros. Et en gros, côté utilisateur, plus vous utilisez la plateforme, plus elle devient pertinente, même si moi, je suis un utilisateur de la première heure de cet applicatif Google. Il y a encore pas mal de ratés et globalement, par défaut, quand tu es sur Discover, tu as quand même beaucoup de sites people qui viennent te spammer le fil de contenu. Donc, c'est vraiment à personnaliser, quoi. Ouais, on n'avait pas pris trop de risques non plus, mais c'est vrai que Google a lancé parfois des produits qui ne marchent pas. Mais c'est vrai que là, avec l'équipe, avec Mathieu et l'équipe, on hallucine parfois carrément parce que l'impact de Discover sur le trafic de certains sites d'actualité est vraiment faramineux. Comme l'a dit Mathieu, ça prend 40-50% des fois du trafic. On parle de centaines de milliers de sessions chaque mois par le biais de Discover. Donc c'est une vraie manne supplémentaire de trafic.
et ça grossit de façon étonnante. Donc je pense que ça va se poursuivre, pour être honnête. Le seul souci, mais on en reparlera peut-être un peu plus tard, c'est que c'est un peu une boîte noire, hein, c'est géré par de l'IA et voilà, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, quoi. Ça, la documentation qui est fournie avec, elle est pas très dense, quoi. Non, c'est ça. On continue, David, avec une autre tendance. Ben oui, l'évaluation, la prise en compte par Google de l'engagement de l'utilisateur avec les résultats proposés dans Google. Voilà, on ne sait toujours pas en fait. Ouais, on est encore à côté là pour ça. Ouais, enfin on est à côté, pas tant que ça, parce qu'on avait, Merci, je pense on avait de l'avance un peu, c'est tout. En fait, c'est quelque chose qui s'officialise en 2021, les facteurs qu'on va dire UX. Faut bien comprendre que du jour au lendemain, un critère, il peut pas devenir comme ça sans prévenir officiel et fonctionnel. Ça demande probablement de nombreux et de longs tests chez eux pour pouvoir être évalué correctement. Et donc souvent, les SEO, en fait, comme nous, on constate les tests quand ils sont live ou dans nos analyses, en fait, on les voit un peu en avance, quoi. Ouais, en tout cas, voilà, c'est pas confirmé par Google. Ils s'en défendent même, hein, mais on en reparlera tout à l'heure. J'en démordrai pas. Et moi, je pense qu'ils ne nous disent pas tout. Nous sachons. Ouais, c'est à la mode, mais on va pas virer dans le complotisme tout de suite, surtout en début, surtout C'est ça. d'émission. Est-ce que tu peux, à la place, nous donner une deuxième grande tendance ? Ouais, l'introduction du machine learning dans le processus d'évaluation des résultats organiques. Plus précisément, le machine learning permet à Google d'étendre sa compréhension des contenus et de leur contexte, donc davantage de demandes couvertes pour les contenus de qualité. Avouez que 2 ans après, voilà, ça se tient. Si vous jouez le jeu de l'exhaustivité, hein, c'était notre idée dans vos contenus, vous constaterez que le nombre d'expressions différentes permettant de se positionner chaque page de votre site peut atteindre et même dépasser la centaine. On valide, Voilà. Mathieu ? Oui, bien sûr. Maintenant, après, il faut avouer qu'il devient de plus en plus compliqué en fait, de savoir d'où viennent les modifications qu'on constate. Est-ce que c'est le machine learning qui est la cause ou la conséquence de tel ou tel point ? En fait, c'est un peu flou, et même s'il communique un peu, c'est jamais très clair. Mais bon, oui, là, clairement, on va être dedans de toute façon. David, on poursuit ? Oui, on poursuit. La meilleure compréhension des contenus par Google se fait également par l'utilisation des balises sémantiques, données structurées. Voilà, je n'ai pas pris de gros risques, mais Non, ça valide, ça- voilà. voilà, ça, on valide. Ouais, tout à fait. Là, dans l'idée, ce qu'on peut voir, c'est que Schema.org, qui a d'ailleurs supplanté ce bon vieux Data Vocabulary, il prend toujours plus de place. Mm. Et encore cette année, si tu regardes pour le Covid, on a carrément eu du balisage qui est complètement dédié à ce sujet. C'est vrai. Le champ des possibles, il reste vraiment très vaste. Ça devient presque un défi de trouver des choses qu'on ne peut pas encoder avec Schema.org. David, on continue ? On continue. Bon, là, je m'étais peut-être un peu enflammé, mais le paradigme expertise, autorité, trustworthiness, EAT, supplanterait l'ancien triptyque content, technique et linking. Alors, je vais appeler Mathieu à l'aide là-dessus. Ouais, alors on peut pas vraiment le dire comme ça. C'est ça. EAT, ça a un poids, c'est certain, mais il remplace pas vraiment les piliers contenu, technique et lien qu'on pouvait avoir historiquement. C'est plutôt quelque chose qui vient par-dessus, pour ainsi dire, et ça valide finalement l'expérience globale de l'utilisateur avec la marque, le site ou on va dire la page web qui est affichée. Donc oui, EAT, ça prend de l'importance, mais non, ça remplace pas vraiment les bases du SEO. Fichtre. Une autre grande tendance ? Oui, la mise en avant de vos contenus dans les SERP Google de façon enrichie et par la voix. Et par la voix, je l'ai mis après, hein, parce que j'y croyais peut-être pas moi-même. Les progrès technologiques de Google en matière de traitement automatique du langage naturel, hein, NLP, favorisent l'émergence de la recherche et des réponses vocales. Pour cela, j'allais même jusqu'à dire travailler vos contenus pour vous positionner dans les feature snippets, les people also ask. Et je disais plus loin, utiliser les capacités de l'IA vocale de Google plutôt que de la craindre à travers la mise en place de skills. Voilà. Ouais, là, on peut pas trop valider, ou Non. alors à moitié, on va dire, pour les feature snippets et les c'est ça. people also ask, mais pour ce qui est de la voix, des skills. Ouais, quand je pense que certains disaient encore récemment qu'en 2020, et quand je dis récemment, c'était cette année encore, hein, Ouais. qu'en 2020, 50% de la recherche allait être effectuée à la voix sur Je Google. crois qu'on l'a même dit dans ce webcast, dans les tout Tout à premiers. fait. Hein. Ouais, parce qu'il y a des sources, mais ça fait quand même un certain temps qu'elles ont été démenties. Là, si on s'arrête 2 minutes sur le sujet, les Google Home de Noël 2018 ou de 2019, ils prennent la poussière dans les armoires ou sur les étagères, donc ça n'a pas encore vraiment pris, quoi.
Maintenant, la voix, effectivement, elle s'installe quand même doucement dans notre quotidien, mais pas vraiment comme on l'imaginait. Plutôt avec des outils qu'on va interpeller, nos smartphones, et puis le plus souvent en fait, c'est des commandes vocales, mais pas des recherches en tant que telles qu'on va utiliser. Maintenant, c'est vrai que la nouvelle génération, elle semble jouer le jeu. Donc, si on se fie à la courbe de Gartner, on est peut-être dans le creux de la première vague. Après la grosse hype du début, on se dit que peut-être il y a de vraies bonnes expériences qui sont à venir, mais on les attend encore pour le moment. Ok. David, on poursuit. Ouais, produire des contenus vidéo pour apparaître dans les carousels vidéo et des contenus visuels pour être dans les blocs d'images. De plus en plus nombreux finalement dans les SERP de Google. Bon, c'était une bonne prédiction. Ouais, on est pas mal. Valide. Voilà, Quoi ça. d'autre ? Qu'est-ce que tu nous avais annoncé ? Alors, développer votre présence locale, Google My Business, via les Google Posts, etc. Parce que le local prend là aussi de plus en plus de place dans les SERP pour mieux servir les utilisateurs. Ouais, là, c'est pas mal, surtout en 2020 avec le Covid. Ouais. Hein, Comme l'a dit les Mathieu tout à fiches l'heure. Google My Business ont joué un rôle super important cette année pour la visibilité des commerces de Ouais, proximité. il avait prévu le Covid. Ouais, c'est ça. David Non, Copperfield. Dis-nous toujours. Ouais, effectivement, en fait, on a vu une accélération chez Google des possibilités offertes par Google My Business aux commerçants, avec la possibilité de préciser si le commerce il est ouvert, il est en règle vis-à-vis des règles sanitaires, s'il fait du click and collect. On n'est pas forcément habitué à autant de réactivité. Ça montre aussi un peu la puissance de Google, en l'occurrence, quand il se passe des trucs inhabituels. Mm. Mais on va dire que c'est pas allé sans, avec le premier confinement, quelques problèmes de délai à rallonge pour faire valider les modifications de fiches. En tout cas, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les commerçants qui viennent de rouvrir. Là, on va saluer leur courage, en Oui, l'occurrence, parce on que peut. c'est pas facile. Carrément. Avant de passer à la suite, une dernière vérification. Voilà, Allez, de nos anciennes exactement. prédictions. L'inéluctable baisse du trafic organique, hein, on le disait déjà fin 2018, et on disait compenser la baisse des clics organiques en jouant les synergies SEA-SEO. Ça me rappelle un webcast N'est-ce pas si N'est-ce ancien. pas Et voilà. Oui, c'est d'actualité dans des domaines aussi forts que le e-commerce. C'est indispensable, on en reparlera. Et j'en profite, s'il y a des auditeurs qui ne savent pas par où commencer sur le chantier des synergies SEO-SEA, il faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. On est dispo sur Twitter, donc il n'y a même pas besoin d'une presta. Venez nous poser vos questions et puis on y répondra volontiers. C'est vrai. Quoi. On va rappeler les noms. Je l'avais prévu de le dire à la fin du podcast, mais on peut les citer dès maintenant. Donc, @wamref et voire même @le Wamcast, parce qu'on a même 2 Twitter. Exactement. Bon, messieurs, ce bilan 2019-2020, pas si mal. Bah oui, monsieur, on est bien. On s'en sort pas mal. Du coup, maintenant, je vous propose de vous mouiller, de prendre des risques et de nous partager votre vision de l'évolution du search en 2021. Bon, on va pas faire de détour, hein, je vais vous le demander direct. Qu'est-ce qu'on va vivre, découvrir, quel chamboulement nous attend en 2021 ? Est-ce qu'on doit s'attendre à des gros mouvements ou à des petites évolutions ? D'abord, on peut rappeler que les fondamentaux du crawl et de l'indexation n'ont pas vraiment changé depuis 10 ans. Je le sais parce que j'étais déjà là. Mathieu aussi. Oui. Mais Google apporte régulièrement des évolutions et nous a plutôt habitués à des améliorations finalement par touches successives. Par exemple, pour ce premier volet de nos prédictions, crawl et indexation, les derniers changements sont ceux relatifs au mobile. Google privilégie le mobile lorsqu'il crawl un site. Ça a démarré depuis 2018, voire même avant, et c'est devenu plus officiel en 2019. Oui, puis là, le sujet, il traîne vraiment depuis plusieurs années, au point qu'en fait, il est toujours pas terminé au moment où on enregistre le podcast. Là, tu vois, donc, D'accord, bon, c'est un démarrage un petit peu timide, vous prenez pas trop de risques pour l'instant. Bon, on peut dire quand même que ça va se poursuivre en 2021, c'est un travail particulièrement long. Pour rester sur ce volet crawl et indexation, est-ce que vous voyez d'autres changements à venir ? Ouais, c'est l'autre évolution, alors plutôt que changement et petite évolution, enfin évolution des 2 dernières années, c'est la façon dont Google progresse pour la prise en compte du JavaScript et ça va se poursuivre aussi en 2021. Mais là, je laisse la parole à Mathieu qui s'est déjà expliqué d'ailleurs dans l'épisode 13 de ce Wamcast et de façon plutôt exhaustive et complète. Refais-nous un petit mémo, Mathieu. Alors. Oui, en fait, là, finalement, c'est une évolution qui est moins liée au SEO, mais plutôt au web plus globalement. Pour le mobile, effectivement, c'est les internautes qui sont de plus en plus sur leur mobile, donc Google s'adapte et nous aussi. Et pour le JS, c'est vraiment une techno qui est de plus en plus utilisée, donc Google s'adapte et du coup, nous aussi. En fait, les gros changements d'algo ne sont pas si souvent que ça liés au SEO directement, comme on pouvait
le voir avec un panda pingouin en leur temps. Le but, en fait, à l'époque, c'était vraiment de sanctionner les mauvaises pratiques. Et ça, en 2021, bon, c'est pas qu'il faut pas s'en méfier, mais normalement, tout le monde est censé bosser de façon assez clean. En tout cas, chez WAM, c'est comme ça qu'on voit les choses quand on travaille pour les marques de nos clients. Si vous êtes encore à vous faire du souci sur des pénalités diverses et variées, c'est probablement que vous ne posez pas forcément les bonnes questions au niveau de votre stratégie de visibilité, en fait. Ouais, c'est un point intéressant que tu soulèves, que vous soulevez. On doit comprendre que Google doit suivre mieux, anticiper les tendances, les nouveaux usages du web, et puis s'adapter pour ne pas perdre d'utilisateurs. Oui, par exemple, on sait que Google indexe les formats de story également aux US, toujours pour s'adapter à une tendance de fond qui est amenée pour cet exemple par les réseaux sociaux, Instagram en l'occurrence. Donc c'est quelque chose qui en fait suit l'air du temps. Et de façon complémentaire, les podcasts qui sont déjà indexés, mais sans doute en gros ce qu'il faut attendre, c'est qu'il y ait un peu plus de matière pour qu'ils puissent les faire sortir de manière un peu plus universelle, comme on peut l'avoir avec les vidéos par exemple. Côté positionnement, ranking, évaluation du classement, cette fois ça va bouger ou ça va bouger un peu selon vous ? Concernant le calcul du ranking, officiellement, oui, nous en avons déjà parlé dans Swamcast. EAT, expertise, autorité, trustworthiness, fiabilité donc, va continuer à prendre de l'importance. J'insiste, comme en 2019, j'étais un peu trop offensif, voilà. Mais plus sérieusement, je dirais que les relations presse, les stratégies d'influence, finalement, tous les échos qu'une marque peut obtenir à travers les médias, les réseaux sociaux, je pense que ça va jouer un rôle plus fort dans ce triptyque pour venir renforcer le poids, l'autorité de la marque pour les intentions auxquelles elle répond. Ouais, tout ce qui vient renforcer la fiabilité de la marque pour Exactement. les utilisateurs. Je te laisse poursuivre, toujours au sujet du calcul du ranking. Ouais, ensuite, et c'est attendu, la prise en compte de l'expérience utilisateur, on a évoqué un peu tout à l'heure, l'UX pour les intimes, à travers le temps de chargement, la sécurisation de la navigation et les données qui y transitent, l'absence d'interstitiels qui viennent altérer l'expérience de navigation de l'utilisateur, comme annoncé par Google pour mai 2021. Plus l'expérience de navigation est fluide et sans couture, plus cela te sera favorable finalement. Et vous pensez que ce critère aura du poids, Mathieu ? Ouais, c'est difficile à dire, mais on peut s'attendre à un critère qui fait la différence en fait entre un très bon site et un très très bon site en fait, en tête des résultats de recherche, quoi. En général, les 3 premiers sur une requête populaire, ils ont peu ou prou les mêmes atouts. C'est en tout cas le discours qu'on a côté Danny Sullivan de Search Liaison par exemple. Donc ça peut être vu comme une variable d'ajustement et ça sera vraiment intéressant de suivre ça. Mais c'est probablement pas comment on appelle ça, un web performance guédon comme on a pu l'avoir avec le mobile à l'époque. De toute façon, tu as été enregistré, donc voilà. Si c'est le cas, tu ouais, seras mais affiché j'assume, public. c'est bon, Tu j'assume. devras t'expliquer. Pour la suite, David. Ouais, je prends pas trop de risques non plus, mais les données structurées, on en a parlé. Je parie aussi sur une accélération parce que toutes ces balises sémantiques finalement aident clairement Google à mieux comprendre le contexte du contenu et c'est son gros challenge. Ouais, voilà. Grégoire nous en avait parlé dans ce Exactement. Wamcast. Grégoire qu'on salue d'ailleurs. Exactement. Salut Grégoire. Oui, du coup, ça aide Google à comprendre s'il s'agit d'une recette, d'une offre d'emploi, d'un film, d'un article de presse. Exactement, et ça aide vraiment Google à comprendre encore une fois la compréhension du contexte qui se dégage d'un contenu. On rappelle que l'enjeu c'est vraiment de pouvoir répondre le plus justement en face de la demande de l'internaute. Donc là aussi les possibilités sont en constante évolution depuis quelques années et puis il y a tout lieu de penser que ça va s'affiner encore. Ouais, on assistera probablement au déploiement de nouvelles fonctionnalités, c'est certain, à la fois sur le principe de flaguer des données dans le code source et puis dans l'idée de les voir s'afficher dans les pages de résultats en fait. Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, David. Tu parlais de la compréhension du contexte qui se dégage d'un contenu. Tu étais venu nous parler des nouveautés du Search On 2020 dans Swamcast justement. Est-ce que tu vois d'autres évolutions à venir ? Ouais, en fait, c'est un sujet assez technique, mais Google progresse vraiment à pas de géant ces derniers mois dans ce secteur-là pour mieux mettre en relation une intention de recherche d'un utilisateur avec une réponse qui saura résoudre un problème. C'est complexe en anglais, ça l'est dans toutes les langues, mais tu es bien placé pour savoir que la langue française est particulièrement vaste et ses règles complexes.
voilà, mystérieuse même des fois. Donc c'est un défi hors norme auquel Google s'attaque. D'ailleurs pas tout seul, hein, avec une communauté, on en avait parlé, de chercheurs, mais ça va encore progresser et c'est réellement passionnant à suivre. Hein. Donc on doit comprendre que les anciennes recettes du SEO éditorial, donc redondance des termes dans les zones chaudes, dans le texte, tout ça aura moins de poids. Ouais, moi je pense que tout ça va appartenir au passé, en fait, et c'est tant mieux, hein, parce que voilà, moi j'ose le dire, le SEO souffre encore parfois, hein, de cette image un peu bricolo, caricaturale, même en 2020. Google va faire évoluer ses algorithmes de compréhension des textes, hein, clairement, vers plus de compréhension du contexte. Avec BERT, hein, et on a vu dernièrement, ils se sont exprimés assez longuement sur le sujet, et avec BERT et ses variantes, hein, notamment DeepCity, hein, qui est pleine d'espoir, dont j'ai récemment parlé dans une tribune sur LinkedIn. En fait, pour expliquer rapidement, ce système BERT qu'utilise Google, il utilise des fenêtres sémantiques à partir d'un mot-clé central. Ensuite, il glisse cette fenêtre sur les mots qui précèdent le mot-clé central. Et en complément, et c'est ça la nouveauté, il glisse sur les mots-clés après le mot central. Et de cette façon, il a une reconstitution du contexte qui est plus précise, plus juste. Mais c'est un processus hyper prometteur pour la compréhension, parce que ça supplante tous les autres, on va dire tous les autres concepts et algorithmes jusque-là. Mais c'est aussi extrêmement gourmand en ressources, en calcul. C'est très énergivore. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Et donc Google ne peut pas le faire sur l'entièreté d'un contenu, mais plutôt sur des passages de contenu. Voilà, donc pour te répondre clairement, dans ce système, la répétition de termes similaires ou proches, comme on le faisait par le passé et avec un certain succès, pour moi, elle sera négative ou, au pire, ignorée, tout simplement, quoi. Ignorer, ouais, ou négatif, je sais pas, mais clairement, c'est vrai que c'est des optimisations à l'ancienne où tu viens poser des mots-clés ici ou là pour améliorer un score SEO, c'est plus vraiment le sujet. Maintenant, travailler intelligemment en mentionnant les faits et entités qui sont relatifs à un thème donné, c'est autre chose et c'est probablement plus générateur de valeur. On va dire ça, c'est déjà valable aujourd'hui en fait au final. Ouais, tout à fait. Mais voilà, je ne doute pas de toute la bonne volonté de tout le secteur à ne pas faire de la redondance, mais on le voit avec l'équipe, hein, on voit encore aujourd'hui des entreprises du CAC 40 ou etc. qui font des contenus avec 70 répétitions dans la page. Voilà, faut passer à autre chose là. Après, faut bien se dire que oui, Google est limité. On dit parfois qu'il a, on va dire, l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Mais concrètement, c'est loin d'être nul. En fait, un enfant à 5 ans, il se rend compte de beaucoup de choses. Et quand ça cloche, en fait, il va appeler son grand frère ou sa grande sœur, qu'on imaginera être un algo bien spécifique à un sujet donné pour faire le ménage, en fait. Hein. Donc l'IA, elle impacte de plus en plus de sujets chez eux, de requêtes, et tout en restant finalement assez limité. Et c'est probablement, et là je dis vraiment probablement, car en fait je bosse pas chez Google, spoiler. J'imagine en gros les choses ainsi. Quand on a quelque chose qui est détecté, mais en fait c'est une sous-branche de l'algo qui va être, on va dire, plutôt avancée, qui va prendre la suite et qui va prendre une décision en fait vis-à-vis du ranking. Et ça, c'est dépendant de tout un tas de facteurs comme le sujet, la temporalité, la localisation. C'est les fameux KPI qui s'adaptent selon les marchés, quoi. Avant de faire un point plus spéculatif sur les tendances SEO 2021, en tant qu'ancien journaliste, en tant que rédacteur même actuellement, je voulais vous poser des questions autour du contenu et de ses évolutions, si vous voulez, si vous avez le temps. Mais oui, on a le temps, on est là pour ça, mon cher Kevin. Bon, évidemment, c'est pas la taille qui compte, mais est-ce que la taille du contenu, du calibrage est important ou est-ce qu'il va prendre de l'importance ? Oui, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous résolvez le problème de l'internaute avec votre écrit ? C'est ça la question à garder en tête. Hein. Donc si c'est le cas en 4500 caractères, parfait, faites vos expériences, il n'y a pas de règle, si c'est en 6000, c'est en 6000. En fait, chaque contexte est différent et il faut observer la concurrence. Je crois que c'est ça le message, et proposer quelque chose de meilleur que les autres. Et finalement, le calibrage n'est qu'un moyen et c'est pas une finalité, quoi. Oui, puis ici, on occulte déjà en fait quelque chose qui est pour moi vraiment d'importance, c'est la forme du contenu. Est-ce qu'on ferait pas mieux de donner une image, une infographie, un schéma ou une vidéo aux internautes pour mieux répondre aux besoins, en fait, hein ?
je le dis souvent, mais le contenu texte, bien que ça soit très cool, quand ici on adore ça, quand vous avez affaire à un internaute comme moi qui lit pas les textes ou en tout cas qui va se contenter des chapeaux, Bravo. fait, vous m'aidez pas finalement avec mon problème, quoi. Donc, faut vraiment se poser la question de la forme du contenu aussi, à mon avis. Et ça, c'est vraiment quelque chose que 2020 a amorcé et qu'on verra probablement se développer en 2021. Quoi. Ok, mais pourtant, on voit fleurir pas mal de concepts comme les pages piliers. Ouais, mais c'est comme dit Mathieu, c'est pas une réponse qui vaut pour tous, parce que sinon on sera à contre-pied finalement des éléments de l'expérience utilisateur. Et finalement, on peut se poser une question simple, hein. Combien de temps vous passez à lire un contenu sur mobile ? Il me semble que c'est une question qui devrait aiguiller les rédacteurs et les marketeurs sur le bon calibrage à utiliser. Finalement, l'empathie, c'est quand même une bonne jauge. Personnellement, il faut que je sois vraiment passionné par un sujet pour lire avec attention un contenu de 6000 caractères. Hein. Voilà. Et puis pour s'en convaincre, on peut citer Google. Quand même. Arrêtez de faire du marketing à la moyenne. Soyez utile. Les gens répondent aux marques qui comprennent leurs besoins. Il est donc important d'optimiser vos médias à la fois en termes de pertinence pour le consommateur et de valeur à vie pour la marque. Ce qui nous renvoie à la notion d'intention de l'utilisateur plutôt que de mots-clés. Ouais, exactement, et les spécialistes du marketing doivent créer du contenu autour d'une solide compréhension de l'intention de leur public et de la manière dont leur contenu pourrait répondre à ce besoin. On rappelle juste ce qu'il y a une intention. Quand c'est obtenir des informations, on peut traduire ça par « je veux savoir ». Faire un achat, je veux acheter, comparer des produits par exemple, je veux faire, et accéder à un certain magasin, je veux aller. Exactement. Et par conséquent, rechercher les principaux mots-clés les plus demandés par les utilisateurs, finalement, ça ne suffit plus. Il faut plutôt approfondir les besoins que ces recherches signifient réellement. Par exemple, les gens veulent-ils acheter chez vous, trouver vos coordonnées, obtenir des infos sur les prix ou un devis ? Y a-t-il une question particulière à laquelle les gens pensent, à laquelle vous pouvez répondre ? Commencez par un examen attentif de ces parcours clients typiques, en sachant qu'il n'y a pas deux parcours identiques. Pour plus d'infos sur quel type de contenu correspond à quel espace dans Google, pour quelles intentions, je vous invite à lire le très bon travail qu'avait fait Href. On pourra laisser l'URL. Oui, on le glissera dans le texte sur le blog de wam-référencement.fr. C'est ça. En tout cas, voilà, sur ce volet contenu, ma reco, c'est offrir des expériences de lecture incroyables et meilleures que celles du voisin. Pour cela, une des voies qui peut être utilisée, c'est celle des 10x content, les contenus 10 fois mieux que le voisin. Voilà, ça peut être une bonne source d'inspiration. On partagera là aussi nos trouvailles, parce qu'on se partage souvent avec l'équipe des beaux sujets, notamment le New York Times. J'allais le dire, le New York Times sont vraiment très bons là-dessus. Ouais, c'est ça. Pour ce qui est du vocal, alors, Mathieu, tu nous disais tout à l'heure que les Google Home prenaient la poussière dans les armoires. Ouais, en fait, moi, je me permets, mais pour moi, c'est toujours pas. Google prépare le terrain avec des fonctionnalités ayant pour objet de répondre précisément aux questions rapides qu'on se pose via les feature snippets, les people also ask, et demain, on le sait, il y a les Google passages, qui va directement émaner de ces algorithmes, l'évolution de ces algorithmes, comme BERT et DeepCity, comme on le disait tout à l'heure. Donc, c'est une autre manière de consommer le contenu. Voilà. Si vous avez des contenus organisés par thématique, par sous-thématique, qui obéissent à une ontologie cohérente, pour moi, le travail est fait. Vous êtes prêts pour ces fonctionnalités et donc pour le vocal. Google viendra se servir dans ses contenus selon l'intention de l'internaute, toujours. Quoi. Il y a bien des repères de calibrage à suivre pour les feature snippets et les people also ask. On sait par exemple que l'utilisation de foires aux questions pour formuler les différentes questions, en l'occurrence que la cible se pose en langage naturel, ça fonctionne assez bien. Mais pour le reste, c'est la machine qui doit, ou qui s'adapte en tout cas à la pensée humaine, et c'est pas vraiment le contraire. Les usages, ils ont certes évolué avec des demandes de plus en plus naturelles, en fin de compte, et c'est comme le disait David à l'instant, si vous avez organisé vos contenus de façon, on va dire, arborescente et de manière assez granulaire, ça devrait fonctionner pour vous. À tester en parallèle, il y a une balise schema.org qui est Speakable, qui vous permet de travailler des petits passages, de flaguer en tout cas des passages de contenu qui peuvent être lus à la voix en fait. Donc on ne sait jamais, ça peut aider en tout cas.
Ouais, il y a rien à craindre des changements de Google, les core updates. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils en ont annoncé un ce matin. En fait, si vous suivez une ligne de conduite lors du travail de rédaction, finalement, ça passe crème, comme on dit. Donc, pour te répondre sur le vocal, je crois on peut répondre à deux voix avec Mathieu. Ça n'est qu'une façon de plus de formuler votre problème. Ça ne change pas du tout la façon dont Google indexe et classe vos contenus. C'est Google qui évolue en revanche dans sa compréhension de la demande. Et sur ce point, sa progression, par contre, est vraiment étonnante. Ouais. Autre gros sujet, on va parler des contenus vidéo. Ouais, voilà, on en avait déjà parlé en 2018 et puis effectivement ça a explosé via les carousels. Ça continue à prendre de l'importance, à la fois dans Google mais aussi via YouTube qui est devenu un broadcast carrément. Donc l'enjeu est énorme pour les marques et on peut peut-être considérer les stats suivantes s'il fallait encore convaincre, mais 85% des entreprises utilisent la vidéo comme outil de marketing et 92% des spécialistes du marketing considèrent la vidéo comme un élément important de leur stratégie marketing. 87% des spécialistes du marketing vidéo signalent une augmentation de trafic sur leur site web en raison de leurs vidéos. 96% des personnes ont regardé des vidéos explicatives sur des produits ou services, des how-to. 84% des gens citent la vidéo comme faisant partie de ce qui les a convaincus d'acheter quelque chose. Bon voilà, on est au centre du jeu. Je rappelle juste pour les sources que ça vient de weasel.com qui a fait des enquêtes là-dessus. Voilà, donc plutôt convaincant. Ouais, c'est convaincant. Mais une vidéo, a priori, c'est pas facile à produire. On peut manquer d'idées aussi. Ouais, alors ça coûte de moins en moins cher, ça c'est clair. Mais pour vous donner quelques idées, quelques repères, réutiliser les 10 ou 20 pages principales qui génèrent des sessions organiques sur votre site. Vous déclinez ces sujets en contenu vidéo. Pour un contenu de forme plus longue, décomposer les éléments clés en vidéos distinctes, qui peuvent être utilisés seuls. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mener des entretiens avec le personnel, les clients ou les leaders d'opinion dans lesquels votre public trouvera de la valeur. Vous pouvez également interroger des clients pour des études de cas, utiliser ce contenu vidéo comme matériel de témoignage sur votre site web. Publier ou réutiliser des rediffusions de webinaires sur votre chaîne YouTube ou votre site web, ou les deux d'ailleurs. Réutiliser les enregistrements de podcasts en vidéo plus courte sur des sujets spécifiques en plaçant l'audio de l'entrevue sur une vidéo graphique illustrée, animée par exemple. Et enfin, il y aura d'autres idées, mais optimiser votre contenu vidéo pour le référencement YouTube, y compris tous les titres, métadonnées, les miniatures. Et assurez-vous également d'optimiser vos vidéos pour le chargement un peu lent, afin que les pages du site avec vidéo ne nuisent pas à votre classement finalement, en raison d'un temps de chargement un peu lent. Ok, ça fait des bonnes idées déjà à mettre en place. On va passer au local. Mathieu, c'est un sujet que tu connais très bien. Oui, en fait, c'est vraiment en l'occurrence un sujet qui a pris en importance cette année. En fait, avec le confinement, les annonces au boycott des plateformes d'e-commerce, alors après, c'est à voir quel impact ça aura vraiment, mais les Français probablement sont pas mal tournés vers les commerces locaux, connectés pour certains un peu de force d'ailleurs. On a vu le rôle central de Google My Business qui s'est vraiment amélioré et de façon utile vis-à-vis des contraintes sanitaires. On va dire que plus de 1 milliard de personnes utilisent Google Maps chaque mois et en fait pour moi c'est vraiment à mettre en haut de la pile en 2021. C'était déjà des choses utiles à faire avant, mais là vraiment cette année ça va être très très utile. Donc travailler globalement en activant des actions opérationnelles localement le plus possible de manière réactive, ça va être vraiment important, quoi. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? Oui, alors il va y avoir déjà le basique de mettre à jour les informations des fiches. C'est les prestations de services, les heures d'ouverture, l'adresse ou les adresses si on a plusieurs magasins, ce genre de choses, les numéros de téléphone, le menu si tu as un restaurant que tu peux proposer à la vente à emporter ou en livraison, le site web de l'entreprise, s'assurer que tu as la bonne page web qui est mise en place, les avis et les notes où il va falloir aller y répondre. Et après, tu as vraiment, en tout cas sur les avis et les notes, ça engage une vraie animation du Google My Business. Tu peux répondre
aux questions qui sont posées. Il y a une petite section FAQ dans les GMB sur les produits, les services. Puis en plus, tu peux les auto-générer. Donc tu peux faire une question et y répondre quand tu es propriétaire de la fiche. Donc petit tips, mais c'est important de le faire. Anticiper les questions que les internautes vont se poser en fait. Ajouter des photos de manière hebdomadaire qui sont pertinentes pour l'entreprise et la clientèle. Ça peut s'agir de photos de l'emplacement ou de nouveaux éléments sur le menu. Faut vraiment voir une page GMB comme presque un réseau social. Tu verras que tu manques pas vraiment d'idées en fait pour poster. Partager des publications professionnelles régulièrement pour annoncer les nouveaux produits, les événements, les promotions. En fait, tu peux même aller jusqu'à créer un site avec l'outil de création de site web de Google My Business. Si tu es une petite entreprise, au final, ça peut vraiment t'aider. C'est effectivement chronophage, mais faut trouver la bonne organisation pour que ça soit faisable. On n'a jamais en fait collé au plus près aux attentes des utilisateurs qui sont autour des points de vente. GMB, c'est vraiment un prolongement du site web, voire même si tu es un petit commerçant, c'est presque ton site web. En fait, c'est ta présence en ligne, si tu veux. Et là, en fait, on peut vraiment faire presque de la guérilla marketing. On a à côté des bureaux à Lyon, on a un petit restaurant vénézuélien qui est vraiment bon. En l'occurrence, elles font vraiment très bien manger. Elles sont vraiment très actives sur Instagram, en l'occurrence. Et ça les distingue vraiment des concurrents qui sont dans le quartier, quoi. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Est-ce que vous avez d'autres idées sur les évolutions en 2021 ? Ouais, alors c'est encore moi qui vais parler. Vas-y. Mais je vois bien venir en fait Google avec ses gros sabots via la Search Console et son nouveau rapport de statistiques sur l'exploration. Là, qui est sorti la semaine dernière, c'est sorti assez récemment. L'idée, c'est qu'il permet aux propriétaires de sites de consulter en fait les passages des bots Google. Je dis bien des bots Google parce que c'est pas que ceux on va dire qui nous intéressent fortement pour le SEO. En fait, les passages sur les différentes pages. C'est un peu ce qu'on appelle, nous, l'analyse de log dans le SEO, et c'est vraiment un point important. Aujourd'hui, le rapport, il n'est pas encore franchement au point. Il y a eu pas mal de réactions sur Twitter, notamment des outils d'analyse, et puis nous, des SEO. C'est quelque chose qui va être encore à améliorer, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment que les propriétaires de sites qui étaient jusqu'ici vraiment obligés presque de payer des outils dédiés à ça, pour lire leurs données de log, en fait, moi je vois bien des améliorations prochainement sur ce rapport qui vont le rendre plus utile et avec des données fiables, en gros un nouveau moyen pour les SEO de travailler à moindre coût sur les sites web. Parce qu'effectivement, c'est vraiment des solutions qui des fois sont assez chères, notamment si tu as un gros site, ça demande, t'as des milliers de lignes de log à analyser, et pour les serveurs de ces outils, ça demande pas mal de ressources. Donc, c'est-à-dire que ça remplacera pas forcément un Botify ou OnCrawl sur ce genre de choses, qu'ils ont aussi d'autres atouts avec des croisements de données, etc. Mais ça peut un peu faire bouger le marché au final de ces outils. Ok, c'est noté. Je vais vous demander de prendre encore plus de risques maintenant. Est-ce qu'il y a des choses que vous sentez venir, mais qui ne seraient pas officielles ? Alors pour les spéculations, on va dire, et les annoncements officiels, car jamais confirmés par Google, et ça n'engage que nous. Et d'ailleurs, ça fait aussi peut-être débat un peu en interne chez WAM. Moi, je reviens au front, mais l'engagement de l'utilisateur avec le résultat proposé par Google, mais matérialisé par le pogo sticking, le fait d'aller sur un résultat, d'y rester un moment et puis de revenir sur la page de résultats de recherche de Google, ce qu'on appelle le dwell time, donc la notion de clic long, de clic médium ou de clic court selon l'intention de recherche, l'intention induite. Moi, je suis convaincu que c'est déjà parfaitement pris en compte. Alors, d'ailleurs, Bill Slawski, le spécialiste des brevets Google, a remonté le fameux brevet. Alors, c'est pas un gage de vérité, mais ça met quand même légèrement sur la voie. On avait d'ailleurs eu une démonstration remarquable de Tom Capper de Distilled à Londres lors du Search Loft 2018. Rand Fishkin également l'avait démontré dans ses recherches. Voilà, mais Google trouvera toujours la parade selon la façon dont vous posez la question, puisque c'est un métier, la langue de bois en fait. Ils sont assez forts là en l'occurrence. Après, on est vraiment sur des suppositions au final, même si on reste forte assez convaincu. Ouais, c'est ça, on a des fortes intuitions.
Il faut bien se dire que c'est des sujets qui sont assez complexes à traiter. Gary Hall chez Google, désolé si j'ai écorché son nom, il le dit. Salut Gary. Il le dit assez souvent. Officiellement, c'est pas des critères. J'entends moi de mon côté assez souvent parler du taux de rebond, personnellement comme étant un critère SEO. Ici, on est vraiment sur un indicateur de performance qu'il faut suivre, on est d'accord, qui nous aide à mieux travailler le SEO, mais qui est vraiment à prendre avec des pincettes. On parle de quoi en fait ? On parle du taux de rebond moyen du site, celui d'une page, d'un gabarit, d'une thématique de contenu. En fait, c'est par rapport à quel référentiel ? Un fort taux de rebond, c'est pas nécessairement un mauvais signal. Donc on imagine assez facilement que c'est un indicateur qui est complexe à suivre pour Google au niveau de l'évaluation d'un résultat de recherche en fait, par exemple, tu vois. Ouais, je me rappelle en 2001. Alors bon, ça ne nous rajeunit pas. Hein. Mais il y avait la techno, pour ceux qui s'en rappellent, du moteur Direct Hit, qui avait été racheté ensuite par Yahoo et qui justement prenait en compte le taux de clic à l'époque. Comme quoi, c'était déjà dans les cartons, cette idée d'interaction avec l'utilisateur. Ouais, et puis là, t'as le taux de clic, en l'occurrence, on a un peu tout vu au final. Moi, je me souviens d'une publication il y a quelques années d'un ingénieur de Google qui disait vraiment très clairement dans sa doc, qui était mise en ligne, que c'était un critère, et puis hop, ça a disparu du jour au lendemain, bizarrement. Donc la doc a disparu, pas l'ingé. Je me rappelle mais c'était vraiment marquant en l'occurrence. C'est juste. Et puis, ça paraît assez logique finalement de prendre en compte les interactions de l'utilisateur avec le résultat comme facteur X. Ouais, c'est exactement ça en fait. Voilà, Google, on l'a dit tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle, plus exactement le deep learning, il y a maintenant la puissance de calcul, les ressources pour le faire, car parce que la donnée brassée, elle est colossale, quoi. Donc oui, moi je n'en démords pas. Est-ce que tu aurais une autre spéculation non officielle ? Ouais, tout à fait. On parlait UX, tous les éléments de l'expérience utilisateur. Je pense que dans le prolongement de ce qu'ils ont déjà annoncé sur le temps de chargement, etc., l'accessibilité et ces normes pour les malvoyants, les non-voyants, je pense que ça va, et j'espère que ça va jouer un rôle. Ça va complètement dans le sens d'une expérience utilisateur fluide et sans couture. Et il reste tant de choses à faire de ce côté-là. Le web n'est clairement pas au niveau pour une personne malvoyante. C'est un sujet qui est finalement peu évoqué, mais ça va le sens de plus d'équité. Et il me semble que Google essaye d'aller dans ce sens-là, quoi. Oui, ils ont d'autres services, en l'occurrence Alphabet qui est vraiment très vaste. Il y a quand même pas mal de sujets santé aussi là-dedans. Ça ne veut pas dire que ça a des impacts directs sur le search, mais c'est effectivement des sujets d'importance en tout cas, quoi. Oui. Bon, je vous sens chaud là au niveau des spéculations. Je vous laisse continuer. Écoutez, si vous en avez d'autres. Oui, on va pas se priver. Moi, j'ai envie de mettre la capacité d'une marque à diversifier ses contenus selon une intention pour occuper le maximum d'espace ou de part de voix, pour être plus exact, dans la SERP Google, selon le contexte de recherche. Je pense que ça peut être valorisé. Donc, plus concrètement, ne plus simplement jouer pour le lien bleu, mais le lien bleu, le carrousel image, la vidéo, les PA, Google Passage, donc être vraiment dans la tactique. Là, on est clairement dans la tactique, donc, mais je pense que cela concourt au rayonnement de la marque, à son autorité, donc ça sert le triptyque EAT, et donc c'est favorable à ton positionnement, et je pense que ça va s'accentuer en 2021. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Je me dis que la fameuse liste des 200 critères va se transformer en liste de 250 ou 300 critères, et du coup il faut une IA musclée pour gérer tout ça. Ouais, c'est le sujet. En fait, globalement, l'IA, c'est vraiment la next big thing dans le fonctionnement des moteurs. C'est pas tant que tu passes à plus de critères, même s'il y a aussi un peu de ça. C'est surtout qu'en fait, ils sont pondérés selon un contexte. Ouais, et à ce titre, il y a Fabrice Canel de Bing qui a expliqué dans une interview quelque chose de très, très parlant, très intéressant. Le poids accordé à chaque critère de pertinence de l'algorithme est fixé par des systèmes de machine learning. Donc là déjà, tu te dis que le jeu a changé. Lui-même ne saurait pas dire à un instant T quel est le poids de tel ou tel critère, car finalement tout se fait aujourd'hui de façon automatisée et au fur et à mesure de l'apprentissage de l'algorithme. Je crois que ça résume assez bien la direction que prennent les moteurs de recherche. C'est même assez vertigineux comme évolution quand on y songe. Voilà. Donc les prédictions SEO, ça va plutôt devenir un jeu de devinettes, quoi, en fait.
Ouais, je crois bien que ça va être un peu l'idée, hein, désolé de te décevoir, mais Google, il maîtrise vraiment sa communication. Ça va vraiment être bientôt de la haute spéculation. Et l'IA, en fait, elle fait et elle fera probablement encore son chemin toute seule de son côté, tranquillement, mais sûrement, quoi. Ouais, comme tu dis, il y a d'ailleurs de fortes chances pour que ces poids changent en fonction du type de requête, donc de l'intention de recherche détectée. C'est pour ça que c'est devenu quasiment impossible de faire du reverse engineering. Contrairement à l'idée répandue, parce que avec ces algorithmes qui font tout seul, tu peux pas remonter le chemin, quoi. C'est important ce point parce que jusque-là, c'était un peu le discours de vendre des agences un peu techniques. Ouais, exactement. Et puis, donc voilà, c'est plus vrai. Hein. Et c'est intéressant parce que Dr. Pete Myers de Moz, qui est chercheur à la base, dit quelque chose de très pertinent à ce sujet, hein, et qui rejoint aussi ce que nous disions à propos de BERT pour les contenus. Il dit « Ces mises à jour nous mènent vers un monde où nous pouvons nous concentrer davantage sur les utilisateurs et ne pas nous soucier autant des bots du point de vue du contenu et du classement. » Voilà. Pour rester sur l'IA, est-ce que vous voyez d'autres nouveautés ? Oui, Google teste les contenus rédigés par l'IA justement pour les features snippets. Ouais. Il y a Search Engine Land là, qui l'a relayé il y a quelques jours. Et je ne pense pas qu'on verra ça en 2021, mais ça montre quand même ce qui se prépare en toile de fond. Comprenez là que l'IA de Google est capable de s'inspirer des contenus qu'elle a dans son index et de créer des propres contenus, des feature snippets, en citant des sources qu'elle a paraphrasées. C'est assez étonnant, quoi. Donc, on peut en revanche craindre qu'il y aura toujours plus de verticales préemptées par Google, par contre. Ses propres résultats, j'entends. On échangeait sur Twitter sur ce sujet l'autre jour, là, effectivement. On voit bien les dérives qui peuvent se créer. Google, en fait, il en sait toujours plus sur plein de choses, notamment parce qu'il progresse avec l'IA, mais aussi plus bêtement parce qu'en fait on est super sympa, nous, les propriétaires. Ouais, on le nourrit avec nos balises schema.org, on normalise l'information pour lui, et du coup il comprend mieux en fait les choses, et en fait en l'occurrence, moi je verrais bien Google attaquer d'autres secteurs du même type, ce qu'il a déjà pu faire sur le voyage ou l'emploi par exemple. Le voir en fait descendre branche par branche sur le long terme les différents pans de l'économie, pour pousser des services et des contenus qu'il va gérer chez lui directement. C'est vraiment, je pense, une évolution qu'on pourra voir potentiellement en 2021 et les années suivantes. Bien sûr, avec leur super sourire ultra bright et puis l'argument massu. Non, mais en fait, on fait ça pour rendre service aux utilisateurs. Puis en plus, on le fait bien parce qu'on connaît tout de vous et du contexte de votre recherche, quoi. Pour rester encore sur cet important chapitre de l'IA, est-ce que vous voyez encore d'autres choses, d'autres spéculations ? On peut s'avancer et dire que dans ce contexte d'une intelligence artificielle qui gère les critères de classement de façon autonome, ce qui est vrai dans un secteur d'activité et dans un contexte donné ne sera plus forcément vrai pour un autre. C'est d'ailleurs déjà le cas en réalité. La liste des top ranking factors, donc, qui ont fait le succès de nombreux sites d'info, SEO d'ailleurs, il révolue, hein, comme disait Mathieu. Je pense qu'on va plus la voir. C'est pour cela que je pense que l'organisation elle-même du projet SEO va évoluer vers des équipes pluridisciplinaires autour du projet SEO. C'est-à-dire en mêlant autour de la table un spécialiste UX, IT, un développeur, quoi, des marketeurs, des rédacteurs, journalistes, des spécialistes de la data, de l'optimisation de la conversion, du SEA, et de l'automatisation de certaines tâches qui seront focalisées finalement autour de l'utilisateur. Et une personne, un chef de projet seul à qui on demande de tout faire en fait. Ouais, on vient là sur un sujet qui est un peu touchy, mais c'est vrai que en fait, moi j'ai jamais vraiment compris comment une personne, un être humain, un consultant ou un chef de projet, il pouvait avoir la science infuse sur autant de métiers, quoi. Être bon sur le SEO, c'est déjà vraiment chaud vu le nombre presque de petites niches qui se baladent à gauche à droite. Mais alors si en plus la personne, ça doit être aussi un cadre en SEA, en UX, en UI parfois, en data et autres, c'est juste pas possible en fait d'être aussi bon partout. Donc je comprends en fait l'intérêt d'avoir un prestat qui fait tout, mais vraiment attention, pensez bien à faire gaffe au fait que votre prestat en question, il maîtrise tous les sujets, quoi. Donc là, j'en profite un peu pour faire notre pub, mais c'est très clairement important, cette notion d'équipe pluridisciplinaire. Une agence, c'est bien,
mais des experts de chaque métier, c'est quand même mieux, quoi. Donc pour vous, c'est l'organisation même du SEO qui va évoluer à travers toutes les évolutions qu'on a abordées là. Tout à fait. En fait, chez WAM, on travaille déjà à l'automatisation des tâches pour la faire s'installer dans notre vie de SEO. Et là, on touche un peu à tout, en fait, hein, les audits, les études d'intention, les benchmarks. Il y a aussi des tentatives du côté de l'optimisation de contenu, même si c'est encore assez caricatural. On le voit avec les différents outils même du marché. Hein, puis même sur de l'analyse d'audience avec Google Insight, par exemple, c'est intéressant, mais ça reste encore un peu au début. L'automatisation des tâches, en fait, par les algos, voire par l'IA, elle se fait vraiment quand même sentir sur notre métier. Maintenant, est-ce que 2021, ça sera une révolution pour autant ? Probablement que non, mais ça commence vraiment à sentir bon, quoi. Ouais, et puis ce temps économisé à chaque étape, je pense, doit être recyclé dans la réflexion, justement collective, réflexion, l'analyse, les tests au moyen de la créativité, du travail collaboratif, pour trouver des moyens de progresser dans un contexte concurrentiel Google toujours plus dense. Je pense que c'est ça la valeur ajoutée des agences pour l'avenir, alors effectivement 2021 et la suite, quoi. Ouais. Justement, pour rester dans ce volet d'organisation du SEO, est-ce que vous voyez d'autres pistes, d'autres tendances qui se dessinent, comme tu disais, que ce soit en 2021 ou même un petit peu plus... Ouais, je pense que sur le volet de la rentabilité du SEO, parce que si aujourd'hui le SEO n'a pas encore, les marques ne leur donnent pas encore exactement les mêmes budgets que pour le SEA, c'est qu'on a encore du mal à calculer vraiment avec précision la rentabilité du SEO. Et en fait, si vous investissez en SEA et en SEO, je pense qu'il faut envisager le search comme un seul canal, surtout pour en chercher donc, combien ça nous rapporte, plutôt que de séparer les deux. Voilà, tout simplement. La customer journey est chaotique et loin du cliché de l'entonnoir qu'on a en tête depuis des années. En particulier dans l'e-commerce, quand tu es troisième sur un mot-clé demandé 100 000 fois par mois, c'est plus 15% de taux de clic ou même 10% du trafic que tu réceptionnes, mais ça se réduit à peau de chagrin, quoi, 2%, quoi, ou même pas. En fait, c'est toujours un peu périlleux ces derniers temps, les exercices de bilan de fin d'année, par exemple, où tu dois te montrer des bons résultats à tes clients quand tu as eu du Google Shopping, de l'Ads, du Knowledge Graph qui est venu prendre beaucoup de place dans les SERP, en fait. Le trafic organique, le fameux lien bleu, il s'est complètement fragmenté, pour pas dire qu'il a fondu. En fait, dans plein de secteurs, même si tu n'as pas perdu de position, qu'en réalité, tu as une visibilité qui est stable, en fait, tu as perdu du trafic parce que le chemin pour arriver à ton résultat, il passe par du scroll sur mobile, des fois 3 ou 4 scrolls. En fait, les scénarios d'analyse derrière, ils doivent refléter cette complexité. Ils doivent vraiment tenir compte des SERP et de la search experience qui est proposée aux différentes cibles qu'on va vouloir atteindre, en fait. Et du coup, il faut jouer les synergies entre l'organique et le payant. C'est vraiment devenu important. C'est même une question économique, au final, des plus sérieuses pour rentabiliser l'effort global du search. Et j'inclus ici même bien évidemment la rentabilité des contenus qui servent aussi aux payants, pour définir des listes d'audience notamment, ou au mailing, aux réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose qu'il faut penser global, c'est pas je fais des contenus pour le SEO, quoi. Ouais. Je reviens sur le Webcast numéro 15 où on avait accueilli Simon Neus de Better and Stronger. Pendant la discussion, il nous expliquait aussi les limites actuelles au niveau de la mesure et des métriques à disposition. Ouais, tout à fait. Néanmoins, l'analyse des scénarios d'attribution est un passage obligatoire. C'est encore un domaine balbutiant. Mais les outils arrivent et il faut faire l'exercice, il faut se lancer parce que c'est la voie à suivre, je pense vraiment. Ce qui implique évidemment que votre tracking soit mis en conformité, mis à jour régulièrement, qui suivent les évolutions. En 2021, moi, ma reco, c'est ouvrir les cloisons entre SEO, SEA et le tracking de la data et lancez-vous dans le calcul de rentabilité du search. Voilà. Je reviens toujours sur Simon là, dans ce fameux Webcast. Il évoquait aussi, à travers l'arrivée de l'IA dans la gestion des campagnes de visibilité payante, que le mot-clé qui a toujours jusque-là été la clé de voûte du travail, il disparaissait de plus en plus. Oui, et on peut s'attendre à ce que cela aille dans le même sens avec le SEO, en fin de compte. Je dirais que la meilleure des réponses à l'opacité amenée par la gestion des classements par l'IA,
c'est de savoir centraliser la donnée disponible par URL, par contenu, parce que ça, on l'a pratiquement oublié les mots-clés. J'ai envie de dire, concentrez-vous sur la thématique de la page et l'intention qu'elle couvre. Voilà. Collecter le maximum de données, visite, taux de rebond, durée de visite, dwell time, passerelle vers une autre page, etc. Centralisez-la, stockez-la, faites-la parler, brassez-la. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, réunissez votre équipe d'experts, SEO, Rédac, UX, IT, RP, analysez ces données et tirez-en des actions concrètes. Ce sera beaucoup plus porteur finalement que de travailler dans son coin, essayer de gonfler votre page en mots-clés. Le paradigme du SEO a changé là. Sur ce sujet d'URL, il me semble bien qu'on a un article sur le blog WAM qui parle de la valeur contributive des URL pour notamment on va dire l'identification des KPI et comment on peut les mesurer la performance. Moi, je vous conseille vraiment d'aller le lire, c'est assez parlant à ce sujet-là. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, Mathieu, c'est bien la valeur du collectif plutôt que le chef de projet SEO seul qui va faire la différence. J'aimerais aborder un point qu'on a un peu abordé forcément au cours de ce podcast et puis plus généralement ce qui a marqué cette année, c'est l'influence du Covid-19. On en a parlé en introduction. Les conséquences du Covid, on ne peut pas ignorer ça, y compris en SEO. Oui, tu as raison, Kevin. En fait, le monde post-Covid, ça a changé. Enfin, voilà, on a été bousculé, clairement. Et puis, il faut s'attendre aussi à ce que le Covid perdure. Ce que l'on a appris, quand même, c'est développer une stratégie de communication de crise en collaboration avec l'équipe de communication d'entreprise. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de comment classer les mots-clés en cas de crise, mais plutôt de comment obtenir un contenu utile, opportun et parfois urgent devant les publics qui en ont besoin. Si les informations dont votre public a besoin sont de savoir comment acheter sa prochaine voiture lors d'une épidémie de coronavirus, ok, qu'il en soit ainsi. Mais il y a un plan pour communiquer là-dessus avec les détails, quoi. Ouais. Moi, j'ajouterais aussi en fait, qu'il faut trouver les process pour être prêt à mettre à jour rapidement, on va dire, les différentes propriétés web qu'on peut avoir. En fait, vos clients, vos partenaires, les prospects ou même les journalistes de votre secteur, ils ont besoin des informations sur l'impact de la crise sur vos produits ou services. Et plus important encore, en fait, sur la manière dont elle a affecté leur relation avec votre produit ou votre service. Est-ce que vous êtes ouvert, comment vos offres comment elles ont changé en fait, avec cette crise. Et l'essentiel, c'est d'afficher rapidement ces informations sur votre site web, sur votre fiche My Business, sur vos réseaux sociaux et dire autres sites à votre disposition en cas de crise. Et si possible, c'est à faire en fait, avant que vos clients ils aillent chercher ailleurs. En fait. On a parlé que de Google, mais Bing, Quant et puis tous les autres, où ils sont exactement? C'est une bonne question. En fait, pour moi, s'il y a un nouvel acteur qui doit émerger en 2021, c'est peut-être encore un peu tôt, mais ça serait plutôt Apple, a priori, si on se fie aux rumeurs. La rumeur elle est assez persistante en l'occurrence. C'est un peu l'Arlésienne, mais ça pourrait bien être l'année d'Apple. Ils ont des moyens qui sont quasi illimités. Ils ont un parc de smartphones immense en circulation. Leur outil Apple News, il est quand même pas mal porteur en trafic pour ceux qui ont la chance d'y figurer. Et puisque Google vient sur le terrain des smartphones avec Android et le Pixel 5 dernièrement, mais pourquoi est-ce que fait, Apple ne ferait pas l'inverse? Le parc de téléphone, en fait, ça donne vraiment beaucoup d'informations sur la localisation, l'usage qu'on a de la technologie au quotidien. Et c'est aussi pour ça que Google est aussi pertinent aujourd'hui, qu'ils ont misé sur Android. Et du coup, le défi, il peut être effectivement colossal, mais Apple, ils ont vraiment beaucoup de moyens à leur disposition et je trouverais pour le coup ça vraiment cool d'avoir un nouveau venu personnellement en l'occurrence dans le search, quoi. Je serais d'ailleurs même pas étonné qu'ils reprennent une techno existante plutôt que de repartir de zéro d'ailleurs. Comme un DuckDuckGo, là c'est complètement de la spéculation, mais comme les deux sont sur l'angle du non-tracking, de la navigation finalement anonyme, la protection des données personnelles, mais qu'on utilise quand même pour vous vendre des trucs. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça me paraîtrait pas incohérent. Et comme tu dis, ce serait plutôt bon pour tout le monde. Ce serait plutôt amusant d'avoir un challenger à Google et définir des tactiques pour un Apple Search ou un Apple Pie Search ou un iSearch, je ne sais pas comment ils vont l'appeler. Mais ce sera
révolutionnaire. C'est noté. Merci messieurs pour toutes vos prédictions. On va se donner rendez-vous dans un an. On va faire un point. C'est enregistré. Il y a beaucoup de témoins. Du coup, on vérifiera si vous aviez tout juste ou pas. C'est la fin de ce WAMcast. Vous pouvez l'écouter, celui-là ainsi que tous les autres, sur notre site internet wam-référencement.fr. De même, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur la page de WAM Référencement, ou sur Twitter, on l'a déjà cité tout à l'heure, @WAMREF ou @LoWAMcast. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau point autour du SEO. Salut. Salut Kevin, salut à tous. Salut.